Conseil extraordinaire des ministres de la CEDEAO à Abidjan. À l'ordre du jour, l'examen du mémorandum du président de la commission de l'organisation sous-régionale. Les ministres de la CEDEAO passeront en revue la coopération monétaire régionale. Les premières maisons témoins des logements sociaux et économiques sortiront de terre dans 3 semaines. Les travaux de construction démarrent donc dans le district d'Abidjan après les villes de l'intérieur. Au Mali, la tension est de nouveau vive à Kidal, où des tirs ont été entendus tôt ce lundi matin. La veille, des membres du MNLA avaient eu maille à partir avec l'armée malienne. Il s'agit des premiers affrontements de ce type dans la ville du Nord depuis plusieurs mois. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1 pour vous informer. Mission fructueuse pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au Canada. De retour du Forum Africa 2013 qui s'est tenu au Québec du 25 au 27 septembre, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé un afflux important d'investisseurs canadiens et québécois sur la Côte d'Ivoire. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre des hommes d'affaires ivoiriens et canadiens. On en sait plus avec Hugues Vépli. Des jours d'activité intense au Forum Africa de Montréal avec à la clé de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Annoncer des investissements d'environ 500 milliards de francs CFA pour l'exploitation des différents champs pétroliers, également des investissements à venir dans le secteur minier de l'Ouest ivoirien. L'intérêt du milieu d'affaires canadien pour la Côte d'Ivoire a été matérialisé par la signature de nombreux accords avec des structures ivoiriennes en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan conduisant la délégation ivoirienne. Ont été ainsi signés des accords entre le CPC et manufacturiers et exportateurs du Québec, le BNET et le groupe CIMA, l'APEXI et le Conseil canadien pour l'Afrique. Comme le BNET, le groupe CIMA fait de la gestion des projets, intervient dans le domaine du génie maritime, dans les infrastructures. Et nous avons cru bon d'associer notre image à ce grand groupe pour nous permettre d'aller ensemble, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, sur des projets. Le Business Council est un organisme de proximité, c'est très important. C'est un organisme paritaire, dirigé à la fois par les Canadiens et les Ivoiriens, c'est très important. Et ensuite, c'est un organisme qui vise à des résultats. C'est de mettre en place une cellule, une énergie pour dégager des résultats qu'on pourra analyser, qu'on pourra démontrer dans 2-3 ans, chiffres à l'appui, d'augmentation, d'échanges commerciaux et culturels entre nos deux nations. Également concernés par les accords signés à Montréal, des structures non étatiques ivoiriennes. Ça a été un fabuleux moment d'échange, de coopération entre différents acteurs du monde de l'économie, mais aussi de la politique. Et c'est ce qui est intéressant parce que très souvent les hommes d'affaires, le monde de l'économie se rencontrent, émettent des souhaits, prennent des décisions, mais le politique ne suit pas. Et aujourd'hui, avoir le Premier ministre là avec toute la délégation ministérielle qui l'accompagnait, ça a permis au monde des affaires, de l'économie, d'échanger avec le politique et d'accorder leur vision pour aller de l'avant. A signaler bien avant la signature des différents accords d'affaires, la signature par le ministre de l'Industrie Jean-Claude Brou et le ministre du Développement international et ministre de la Francophonie du Canada, Christian Paradis, d'un accord relatif à la protection et à la promotion des investissements canadiens en Côte d'Ivoire. Un conseil extraordinaire des ministres de la CEDEAO se tient depuis ce matin à Abidjan. À l'ordre du jour, l'examen du mémorandum du président de la commission de l'organisation sous-régionale. Les ministres de la CEDEAO passeront en revue la coopération monétaire régionale, l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Le reportage d'Herman Yamien. Réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Abidjan. Elle s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet de Dakar qui se tiendra le 25 octobre prochain. Pour cette rencontre d'Abidjan, les ministres examinent le mémorandum du président de la commission de la CEDEAO sur la consolidation du marché régional, notamment l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne et surtout le tarif extérieur commun qui constitue à ce jour la pomme de discorde. Le président du Conseil des ministres de la CEDEAO invite donc les États à plus d'engagement pour la consolidation du marché régional. Il est certain
qu'en allant vite à la mise en place d'un texte unifié, nous saisirons ensemble l'opportunité de garantir plus de succès à nos négociations sur les mesures d'offre d'accès au marché pour la conclusion d'un APE régional avec l'Union européenne. Pour la première fois, le Conseil des ministres de la CEDEAO a été élargi au ministre en charge des Finances et du Commerce. Les ministres examineront aussi le programme de coopération monétaire avec en prime la probabilité du lancement de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Le premier rapport de suivi du PND, Programme national de développement, a été présenté aujourd'hui. Il concerne l'exercice 2012. On note de nombreux progrès, notamment dans le secteur de la sécurité et de l'éducation. Le rapport a été publié en présence du ministre d'État chargé du plan et du développement, Christelle Menant, Chantal Akanda. Un an après sa mise en place, le PND, Programme national de développement, initié par le gouvernement ivoirien, produit un premier rapport de suivi qui a fait l'objet d'un atelier de validation ce lundi 30 septembre. Le rapport passe en revue les 5 résultats stratégiques retenus pour le PND et attendus pour le bien-être des Ivoiriens, à savoir la sécurité, la création de richesses nationales, l'accès à des services sociaux de qualité, l'assainissement du cadre de vie et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale. Point fort à relever, un taux de croissance établi à 9,8% contre 8,1% prévu. L'indice de sécurité passait de 3 à 1. La Côte d'Ivoire renoue avec la croissance, toutefois, des recommandations ont été faites quant à l'affectation des ressources publiques, l'organisation des processus de mise en œuvre et la coordination du dispositif de suivi-évaluation au niveau central. Nous devons maintenant agir pour une meilleure coordination sectorielle, pour une revue des dépenses qui fasse que nous évitions un peu la dispersion des ressources au niveau d'un secteur et nous ferons surtout en sorte que le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PND devienne fonctionnel pour que les populations se reconnaissent dans les résultats que nous allons présenter. Notons que la validation du rapport de suivi du Programme national de développement 2012-2015 porte sur le premier exercice national 2012. Prochaine étape, la revue à mi-parcours. Les premières maisons témoins des logements sociaux et économiques sortiront de terre dans 3 semaines. Les travaux de construction démarrent donc dans le district d'Abidjan après les villes de l'intérieur. L'information a été donnée aujourd'hui au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Le témoignage de Francis Boifou. Avec l'ouverture des voies principales et secondaires sur les sites de Modeste de la commune de Grand Bassam, Songon Kassamblé à Yopougon et Yaouin à Benjéville, le projet de construction des logements sociaux et économiques rentre dans sa phase pratique dans le district d'Abidjan. C'était beaucoup plus facile pour nous de commencer par l'intérieur du pays où on a eu des parcelles qui n'étaient pas trop grandes. Voyez. Et là-bas, ça allait très vite. Et comme il fallait montrer qu'effectivement les choses se réalisaient, nous avons déporté toutes nos équipes pratiquement sur l'intérieur du pays. Et parallèlement, nous étions en train d'évacuer certains problèmes liés, n'est-ce pas, aux grandes parcelles qui sont à Abidjan. Pas question de traîner les pas, ajoute Doumbia Brahima, directeur du Centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Toutes les répartitions ont été faites sur plan et ces plans-là, nous venons les implanter maintenant sur le terrain pour que jusqu'à la fin de la semaine, au plus tard samedi, sur les 3 sites, les promoteurs qui ont été assignés à ces sites puissent prendre possession de leur site et donc préparer les plateformes pour la construction des maisons témoins. Prévu pour ce mois d'octobre 2013 sur les parcelles qui sont situées dans le district d'Abidjan. 8 promoteurs immobiliers sont attendus sur les 81 hectares disponibles à Modeste dans la commune de Grand Bassam. 7 promoteurs pour 49 hectares à Benjéville et 400 hectares pour 26 promoteurs dans la commune de Yopougon. Pour cette première étape, plus de 46 000 Ivoiriens seront bénéficiaires des logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays.
Et pour permettre au gouvernement de satisfaire les besoins en logement des populations sur l'ensemble du territoire, l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, s'ouvre à l'intérieur du pays. Une de ces antennes vient d'ouvrir donc ses portes à Yamoussoukro. Objectif, mobiliser des terrains et les mettre à la disposition du ministère de la Construction. On en parle avec Charles Tatou. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à environ 40 000 logements par an. Avec la forte concentration des populations dans les grandes villes, ce problème est devenu crucial. Conséquence, les Ivoiriens semblent être condamnés à payer à vie des loyers souvent excessifs et sans aucune perspective d'accéder à la propriété. L'État a compris qu'il y a urgence d'agir dans ce secteur. Par ailleurs, la politique de l'habitat prend en compte ces dernières années le foncier urbain. Des programmes d'aménagement de terrains urbains ont été initiés, d'où la création de l'Agence de gestion foncière, donnant ainsi l'occasion de créer 362 hectares de réserves foncières repartis entre Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. C'est pourquoi elle trouve opportun de se rapprocher des propriétaires terriens, cela afin d'offrir des services de qualité aux populations. En effet, l'AGEF vient d'ouvrir un bureau à Yamoussoukro. L'AGEF existe depuis 14 ans. Il y a eu des difficultés, mais depuis 2 ans, nous avons rétabli certains équilibres. Aujourd'hui, nous sommes à même de proposer des terrains viabilisés et par là même réduire au maximum les litiges fonciers. Tous ceux qui veulent acquérir des terrains ou des projets d'avenir doivent passer par l'AGEF pour sécuriser leurs acquisitions. Pour la ville de Yamoussoukro, ce sont plus de 83 hectares de terres qui seront viabilisés. Ces terres ont été acquises grâce à la collaboration des propriétaires terriens. Je suis d'accord que l'AGEF exploite. Je dis à les Joseph, nous avons donné les terres suffisamment à l'AGEF pour qu'on puisse développer Yamoussoukro. Créée en 1999, l'Agence de gestion foncière a entre autres missions l'ingénierie foncière et la vente des lots aménagés. Et on ferme le chapitre consacré aux logements sociaux pour parler de lutte contre le travail des enfants. Le Comité national de surveillance et le Comité interministériel de la lutte contre le travail des enfants viennent d'effectuer une mission de suivi et d'évaluation des projets communautaires développés par les firmes productrices de chocolat. La mission a été effectuée dans les villages d'Abokro, de Kraïdji et de Bogoné, situés respectivement dans les départements de San Pedro, Méagui et Lakota. On fait le point avec Abiba Dambélé-Saoui. Dans le village d'Abokro, la délégation a visité le jeudi 26 septembre 2013 le projet QPP, mis en place par le chocolatier Barry Calbo en collaboration avec la coopérative agricole de Glibiagui, la Copagli. Ce projet prend en compte la construction d'une école évolutive pour les populations. Cette école est composée de 3 salles de classe, d'une cantine, d'un bureau pour le directeur, de 3 logements pour les instituteurs et d'un logement pour l'infirmier, de nouvelles latrines et d'une infirmerie, le tout alimenté par l'énergie solaire et un château d'eau. À Kragui, les membres de la délégation ont pu visiter le projet Vision for Change, développé conjointement par le groupe Mars et ICRAF. Il s'est agi pour ces 2 groupes de réhabiliter les anciens bâtiments et construire un nouveau bâtiment pour l'école primaire Anokro 1 et 2. En plus, le groupe a offert une cantine sans couvert et une bibliothèque entièrement équipée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec plus de 400 ouvrages. En plus de cette école, la délégation a visité un centre de formation et d'information sur la régénération de la cacao-culture et des parcelles de plantation expérimentale de cacao. À Goboué, les membres de la délégation du CNS et du CIM ont visité une école de 3 classes et des latrines offertes par le groupe Nestlé en collaboration avec les populations de ce village. L'objectif de ces projets de développement communautaire, favoriser la scolarisation des enfants en milieu rural et par ricochet remédier au phénomène de travail des enfants dans la cacao-culture. Profitant de cette occasion pour faire d'une pierre 2 coups, Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du CNS, par ailleurs directeur de cabinet de la Première Dame, a sensibilisé les populations de ces 3 localités sur la nécessité d'éviter des travaux dangereux aux enfants. Car pour l'émissaire de la Première Dame, la place des enfants est à l'école et non dans les plantations de cacao. L'enfant, ce n'est pas à lui de mettre le feu pour brûler la plantation qu'on veut créer. Ce n'est pas à lui d'abattre les arbres. Ce n'est pas à lui qu'on va donner la grosse machette bien aiguisée pour dire qu'il faut nettoyer. Alors qu'il a 8 ans, il peut se blesser. Ce n'est pas à l'enfant qu'on va charger le pulvérisateur pour dire qu'il faut pulvériser le cacao.
En outre, Mme Yao Patricia Sylvie a invité ses sœurs des différentes localités visitées à adhérer au vaste programme de financement des activités des femmes mis en place par Mme Dominique Ouattara à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Pour terminer, Mme Yao Patricia Sylvie a remis au nom de la première dame de Côte d'Ivoire la somme de 1 900 000 francs aux populations des différentes localités. En retour, elles ont offert de nombreux présents à leur hôte. En marge de cette visite, l'équipe du Comité national de surveillance et du Comité interministériel a pu visiter à Soubré le terrain du futur centre de transit pour les enfants victimes de traite et d'exploitation. Le village de Gangomenou, c'est dans le département de Toumoudi. Ce village a désormais sa maternité et c'est un don du Conseil Café Cacao qui veut ainsi améliorer les conditions de vie des populations de la localité. L'équipement de la maternité a coûté 60 millions de francs CFA, nous dit Léon Pro. Accoucher dans une maternité sur place dans son village, c'est désormais possible à Gangomenou, dans le département de Toumoudi. Ces deux bébés en constituent d'ailleurs le témoignage. Ce sont les premiers-nés de cette maternité tout équipée d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA, un don du Conseil du Café Cacao. Son représentant explique que ce centre de santé est l'une des retombées de la réforme de la filière Café Cacao, une réforme pour améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales à travers notamment la réalisation d'infrastructures éducatives et routières. Le Fonds d'investissement en milieu rural a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café cacao et leur communauté. Il est destiné au financement de la réhabilitation des pistes de desserte agricole, des infrastructures dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique villageoise et de la sécurité en milieu rural. De nombreuses réalisations sont faites et des acquis ont été enregistrés. L'on peut noter que plus de 8000 km de pistes agricoles ont été entretenues, environ 90 classes primaires ont été construites et équipées avec près de 100 logements pour les enseignants. Nous prenons l'engagement de faire davantage. Nous espérons que vous allez continuer à produire le café et le cacao selon les bonnes pratiques agricoles. Pour les populations de Gangomenou, cette maternité vient combler un besoin longtemps exprimé. Avec elle, le ministre d'État Aoussou Jano, président du Conseil régional du Bélier, pour dire la reconnaissance des bénéficiaires aux donateurs, le Conseil du Café Cacao. Comment éviter les maladies du cœur? Quelles sont les attitudes à observer? Une ONG a décidé de mener campagne pour sensibiliser la population qui ignore le plus souvent les causes liées à la maladie. La Fédération mondiale du cœur souligne les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont notamment l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice physique. Chaque année, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins telles que l'hypertension artérielle provoquent plus de 15% des décès en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, un décès sur 2 en 2020 sera occasionné principalement par les maladies cardiaques. Très peu d'Ivoiriens sont informés de cette menace. Je n'ai pas une idée particulière des maladies cardiovasculaires. Non, je ne connais pas ces genres de maladies. En toute honnêteté, je ne sais pas. Pour pallier ce manque d'informations, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a décidé d'initier des campagnes de sensibilisation. C'était important pour nous que nous passions à la phase de sensibilisation et de prévention sur l'ensemble des facteurs de risque qui étaient, à notre sens, ignorés par les populations ou mal connus. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi comme axe stratégique en termes de prévention la pratique de l'exercice physique régulier et la qualité de l'alimentation, qui sont les deux éléments importants dans le cadre du traitement de l'ensemble des maladies cardiovasculaires. La Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a lancé récemment 3 journées de dépistage du diabète, des maladies bucco-dentaires et cardiovasculaires. C'était au groupement des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Cette action a été suivie de l'organisation d'une journée sportive. Objectif, encourager les populations à la pratique du sport pour faire barrière aux maladies du cœur. Le reportage de Serge Gongomé était commenté par Victorine Yao Yobui. Demain, mardi 1er octobre, tous les regards seront tournés vers les personnes âgées. La Journée internationale des personnes du troisième âge, instituée par les Nations Unies en 1990, vise à faire le point sur le droit des personnes âgées dans le monde. La Côte d'Ivoire célèbre l'événement. Le message du gouvernement a été recueilli par Chantal Akandan.
Près de 2/3 des personnes âgées vivent dans des pays en développement et sont largement exclues des programmes de développement mondiaux, régionaux et nationaux. La Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque 1er octobre, se consacre à cette frange de population âgée de plus de 60 ans. Il nous incombe à tous, individuellement et collectivement, la responsabilité d'intégrer les personnes âgées à la société, qu'il s'agisse de mettre en place des mécanismes d'assistance sociale, de veiller à ce que chacun dispose de soins de santé et de services sociaux adaptés à son âge, ou d'assurer une protection sociale appropriée. Les personnes âgées sont des acteurs énergiques et essentiels qui contribuent au développement et à la stabilité de la société. Et nous pouvons et devons faire davantage pour exploiter leur potentiel. Au moment où la communauté internationale s'apprête à faire le bilan du développement durable et à l'envisager après 2015, la Côte d'Ivoire prépare un nouveau mode d'action qui concilie vieillissement de la population et croissance économique et sociale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à prendre plusieurs dispositions pour améliorer les conditions de vie de cette couche. Au nombre de ces initiatives figure la protection des personnes âgées dans la Constitution de 2000, l'élaboration d'une stratégie nationale des personnes âgées prévue dans le Plan national de développement PND et la prise en compte de cette catégorie dans la stratégie nationale de protection 2013-2015. En cette journée internationale des personnes âgées, j'appelle la communauté internationale, le peuple ivoirien et chaque famille à offrir davantage de possibilités aux personnes âgées. Les chargés de protocole des institutions publiques et parapubliques sont en formation. Ce renforcement des capacités devrait leur permettre de mieux maîtriser les rouages de leur métier. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères qui mise sur l'efficacité dans le travail. En politique, le comité d'organisation du 12e congrès du PDCI RDA s'active. Il vient donc de tenir une réunion avec ses membres. Ils ont échangé sur la régularisation dans les cotisations. Le comité souligne, ce congrès est ouvert à tous les secrétaires de section, nous dit Thomas Guessambi. Le 12e congrès ordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'ouvre le jeudi prochain. À environ 72 heures de l'événement, le professeur Maurice Kakougi-Kayue, président du comité d'organisation pratique du congrès et des membres, tiennent à donner les dernières informations qui concernent la participation au congrès. Les membres des instances, c'est-à-dire les membres du bureau politique, du conseil politique et du grand conseil, doivent être à jour des cotisations des années 2010, 2011, 2012 et 2013. Deuxième décision, tous les secrétaires généraux de section ont été autorisés à participer au congrès sans être à jour de leurs cotisations, le président du parti les ayant pris en charge. Tout en rassurant les congressistes sur les moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences de l'événement qui va se tenir au Parc des Sports de Treichville, le comité d'organisation pratique insiste aussi sur le retrait des documents du congrès. Le retrait des documents du congrès se fera toute la journée du mercredi 2 octobre 2013 de 8h à 23h avec une permanence de 23h au lendemain 4h pour tous les retardataires. Sont attendus, outre les membres des instances, 3122 secrétaires généraux de section. Le comité dit compter sur la discipline des militantes et militants pour la réussite de l'opération. Une délégation de parlementaires et de sénateurs thaïlandais séjourne depuis hier à Abidjan. La délégation a été reçue aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il a été question de coopération économique entre les deux pays. La Thaïlande veut aider la Côte d'Ivoire à s'autosuffire. Henri, le reportage de Léon Pro. La Côte d'Ivoire autosuffisante en riz. Un défi que veulent aider à relever des pays producteurs de cette denrée comme la Thaïlande. Ce pays représente 80% du volume national d'importation, équivalent lui à 900 000 tonnes de riz en 2010 par exemple. C'est la raison des échanges entre sénateurs et parlementaires thaïlandais et le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro et ses hôtes examinent les contours de l'importation de l'expertise thaïlandaise en matière de production de riz.
Principalement, nous avons parlé de la coopération en termes économiques, surtout pour apporter le savoir-faire thaïlandais sur la préservation des produits agricoles. Et la mise en valeur ajoutée du riz, de l'huile de palme et de bananes. Ces échanges entre la délégation thaïlandaise et le Parlement ivoirien vont s'achever mercredi par la mise en place d'un plan de coopération. Ce plan devra définir notamment l'assistance technique de la Thaïlande pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. Hors de la Côte d'Ivoire, la tension est de nouveau vive à Kidal, où des tirs ont été entendus tôt ce lundi matin. La veille, des membres du MNLA avaient eu maille à partir avec l'armée malienne. Il s'agit des premiers affrontements de ce type dans la ville du Nord depuis plusieurs mois. Tombouctou, Kidal, les armes parlent à nouveau au Nord Mali. Samedi, 4 djihadistes à bord d'une voiture piégée ont attaqué un camp de l'armée malienne à Tombouctou. L'attentat, revendiqué par AQMI, a tué 2 civils et blessé 6 soldats maliens. La MINUSMA, la force des Nations Unies, est en état d'alerte maximum. Une chose que vous devez comprendre, c'est que nous sommes techniquement en état de guerre. Et quoi qu'il arrive, nous pensons que des gens peuvent s'infiltrer. Des patrouilles sont en cours dans la ville pour rechercher d'éventuels complices. La semaine dernière, des groupes djihadistes avaient annoncé la nomination par AQMI de 2 nouveaux chefs pour le Nord Mali. À Kidal, bastion du MNLA, groupe Touareg qui avait déclenché l'offensive contre l'armée malienne en janvier 2012, la situation s'est à nouveau dégradée. Des affrontements avec les militaires ont éclaté ces 2 derniers jours. Un responsable du MNLA joint sur place assure que son mouvement n'est pas directement impliqué. C'est des jeunes gens qui évoluent tout seuls, mais qui sont beaucoup plus proches certainement du MNLA que des autres. Mais ils ne sont pas du tout sous le contrôle du MNLA. Quelques jours avant ce regain de tension à Kidal, le MNLA avait annoncé la suspension des pourparlers avec le gouvernement. Le ministre malien de la Réconciliation nationale s'est dit surpris car selon lui, des mesures ont été prises pour rétablir la confiance. Notamment la libération de personnes qui étaient détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Et le 18 septembre dernier, durant la réunion du comité de suivi, le gouvernement a remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes. Le président malien a reçu en septembre des représentants des groupes armés du Nord, leur assurant que tout était négociable, sauf l'intégrité territoriale. Mais des divergences subsistent sur la question de l'autonomie. Après les affrontements d'hier entre l'armée et des combattants du MNLA, de nouveaux tirs ont retenti ce matin dans le camp de Kati, près de Bamako, capitale malienne. Il s'agit de tirs de soldats mécontents de ne pas avoir été promus. Les Camerounaises étaient aux urnes ce matin pour les élections législatives et municipales. Près de 5 millions d'électeurs doivent désigner leurs députés et leurs maires à travers le pays. Une quarantaine de partis au total sont en lice, mais le RDPC, parti au pouvoir, pas favori au regard du nombre de sièges de maires et de députés sortants. Le taux de participation sera la clé du scrutin. Les projecteurs à peine éteints sur Nice 2013, le 8e jeu de la francophonie s'organise déjà. Abidjan a été désigné pour abriter ces jeux en 2017. Une mission présente dans la ville jusqu'au 4 octobre œuvre à la rédaction de documents préparatifs avec le Comité national de la francophonie. Abidjan 2017. Les 8e Jeux de la francophonie se tiendront en Côte d'Ivoire. Les atouts de la Côte d'Ivoire, c'était sur la qualité des infrastructures, sur la qualité du dossier même de candidature et puis sur l'engagement politique, l'engagement populaire qui a fait en sorte que ce dossier a été retenu. Le cahier de charges, le calendrier ainsi que la feuille de route sont en cours d'élaboration à l'hôtel du district d'Abidjan. En charge de ces travaux, le Comité national des Jeux de la francophonie, appuyé par une mission du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur, Mahaman Seriba. La Côte d'Ivoire est le 4e pays d'Afrique à organiser ces Jeux après le Niger, Madagascar et le Maroc. Ces Jeux de la francophonie se veulent un outil de promotion de valeurs de paix,
et de fraternité autour d'épreuves sportives et culturelles. Pendant les 2 semaines que durent ces Jeux, la Côte d'Ivoire espère atteindre le record de participation en accueillant au moins 4000 personnes issues de 70 pays francophones. L'un des défis est de faire des Jeux un événement, l'événement le plus important. Un événement participatif où toutes les couches de la population ivoirienne, sans distinction d'appartenance politique, sans distinction aucune, toutes les couches, que tout le monde, comme un seul homme, soit réuni autour des Jeux. 2017, c'est dans 4 ans. En attendant, plusieurs autres étapes à franchir, notamment la validation du cahier de charges par le Premier ministre. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous.